C'est à 1846 que remonte la préhistoire du Salon des Refusés. Le salon officiel ayant cette année-là rejeté plusieurs œuvres de Gustave Courbet, dont son célèbre autoportrait « L'homme à la pipe ». Soutenu par ses amis, Courbet prendra une décennie plus tard, en 1855, la décision de créer son propre pavillon du réalisme, afin de laisser le public juge de la compétence des jurés. 4 ans encore et en 1859 se tient un premier salon privé d'artistes refusés lors de la sélection officielle. La manifestation présente Henri Fantin-Latour, Alphonse Legros ou Théodule Ribaud. Vient enfin l'année 1861 qui marque l'envoi à Napoléon III d'une supplique des refusés. Celui-ci ordonnera la création d'un salon des refusés qui permettra au public de voir les œuvres non agréées par le jury. Rien de plus parlant à cette occasion que les chiffres. Le jury du salon ayant refusé son agrément à 3000 tableaux, sur les 5000 proposés, 1600 sont aussitôt présentés au salon des refusés, mais 1400 restent confinés au secret de l'atelier, leurs auteurs ne souhaitant pas s'attirer les foudres d'une clientèle traditionnellement imperméable aux impertinences. Ce tout nouveau salon est d'emblée l'objet de cruelles railleries dans la presse qui ne se prive pas de dénoncer son effet de mode. Pour nombre de bourgeois éclairés, aller au refusé est du dernier chic, les peintres du lieu étant assimilés de véritables phénomènes de foire. Dans la Revue française, Louis Hénault écrit lapidairement « La généralité des tableaux refusés est mauvaise, elle est plus que mauvaise, elle est déplorable, impossible, folle et ridicule. » Maxime Ducamp lui-même, homme d'une tenue intellectuelle ordinairement élevée, précise dans la Revue des Deux Mondes « Ces œuvres baroques, prétentieuses, d'une sagesse inquiétante, d'une nullité absolue, sont très troublantes à étudier car elles prouvent de quelles singulières aberrations peut se nourrir l'esprit humain. » Cependant, la grande chance du Salon des Refusés est d'accueillir dès sa première tenue le déjeuner sur l'herbe de Manet, source d'un scandale éclatant. La tache du nu renvoie une clarté d'une surprenante dureté en contraste avec le flou des autres zones de lumière. Si l'hypothèse inconsciente d'un idéal champêtre reste plausible, celle de l'exaltation d'un monde de luxe, de calme et de volupté correspond bien mieux à ce que l'on sait des ambitions de Manet, grand ami de Baudelaire. Que se serait-il passé si Manet avait décidé de présenter son Olympia en même temps que le déjeuner sur l'herbe au Salon des Refusés? Ici, la jeune femme est réduite à ce que le regard apprend d'elle. Comme le peintre ne s'est pas donné la peine d'organiser l'artifice d'un éclairage tombé de la partie supérieure, la jeune héroïne ne dérobe sa nudité derrière aucun voile, même pas celui de la lumière, et attend à la pudeur du spectateur, inquiet de tomber dans le piège du voyeurisme. Il se vérifie ainsi que le scandale est moins dans le sujet que dans son traitement, avec les rares attributs d'Olympia, fleurs rouges dans les cheveux, bracelets aux poignets, lacets autour du cou et escarpins aux pieds, qui ne font qu'érotiser son insolente nudité. Soudés par ces critiques quelquefois très violentes, ceux qu'on appellera plus tard les impressionnistes se constituent en société anonyme des artistes peintres et sculpteurs pour présenter leur travail dans les studios du photographe Nadar en 1874. Des railleries du critique Louis Leroy devant le tableau de Monet intitulé « Impression soleil levant » et qui représente le port du Havre, viendra le suffixe nominal qui désignera à la postérité ce grand courant artistique de la fin du XIXe siècle. Pour les impressionnistes, il n'y a plus question de se pencher sur le passé, sur l'histoire, de puiser l'inspiration dans les références religieuses ou mythologiques. Ils peignent ce qu'ils voient, rien que ce qu'ils voient, et presque tout ce qu'ils voient. Dès 1863, sur les traces de leurs aînés, les peintres de l'école de Barbizon, les peintres quittent l'atelier parisien pour aller travailler dans la campagne des environs de Paris. L'apparition de la peinture en tube leur permet de se déplacer plus facilement pour travailler en plein air, même si la plupart du temps, ils achèvent leurs tableaux en atelier. Leur souci ? Peindre la nature, telle qu'elle leur apparaît, dans la lumière du moment présent. Les impressionnistes appliquent directement les couleurs sur la toile, en touches juxtaposées ou superposées. Les contours ne sont pas dessinés mais obtenus par le contraste des couleurs. Les touches apparentes ont tout d'abord été critiquées car elles donnent au tableau un aspect non fini auquel le public n'était pas habitué. Dans La Balançoire d'Auguste Renoir, la lumière traverse le feuillage et tombe en ombre tachetée sur le sol et sur les personnages.
Renoir traite en couleur chaude, rose et jaune, les zones éclairées par le soleil, en couleur froide, bleu, les zones d'ombre. La conception traditionnelle voulait que l'ombre et la lumière s'opposent de manière évidente et que l'ombre soit traitée en couleur sombre, brune ou noire. Les impressionnistes ont tenté au contraire de traduire les colorations toujours mouvantes de la lumière et de l'ombre et d'en rendre les éclats colorés. Aujourd'hui, l'œil du spectateur est habitué à cette manière de voir, mais les ombres violettes de Renoir sont apparues à ses contemporains comme une innovation monstrueuse. Le Salon Carré est le lieu où se déroulèrent les premières expositions des académistes. La traversée de la noce évoque le salon de 1874 et la visite de Zola ainsi relatée. Course désordonnée parmi ce tohu-bohu de paysages, de Christ, de vierges, de paysans, de soldats, de femmes nues, de messieurs en habits, de prélats et de filles, de coups de soleil et de clairs de lune. Ce que Zola décrit renvoie par conséquent à deux mondes, celui de la fiction avec la noce qui déambule et celui du réel avec la visite du salon académique. Zola rejette l'académisme attaché au graphisme et au contour net, au sujet mythologique, et défend le mouvement impressionniste. Pour cela, il inscrit ce dernier dans une continuité historique et choisit les œuvres à citer avec soin. Chaque œuvre légitime l'impressionnisme. Le flou vaporeux, le sfumato, inventé par Léonard de Vinci, qui efface les contours et promeut l'importance de la lumière, les couleurs du Titien, les teintes complémentaires de Véronèse, avec les noces de Cana, qui préparent les recherches des peintres impressionnistes. Le rapprochement entre le travail du romancier et celui du peintre s'établit aisément, comme entre la scène romanesque et les tableaux accrochés.